Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Apéro Podcast, le podcast où on échange avec des photographes, des créateurs de contenu pour apprendre à les connaître, à en savoir un petit peu plus sur eux. Et aujourd'hui, je suis avec Charles. Salut Charles. Salut. Comment tu vas ? Pleine forme, et toi ? Très très bien, ça va très bien. Merci de me recevoir chez toi. Avec plaisir. Très bel endroit d'ailleurs. Merci. On en parlera un petit peu plus tard. La tradition, je vais lire ta description sur ton Instagram. Donc, sur ton Insta, on voit Charles D, Estate Investor, France, photographie, immobilier, économie, en quête de beauté et d'authenticité. J'imagine cette description très réfléchie. Oui, mais après, je suis passé par plusieurs descriptions. C'est ça vrai. va faire combien de temps ? 7 ans, 6 ans que je suis sur Instagram. C'est pas la seule description, mais d'année en année, j'apprends à me connaître, j'apprends à assumer un petit peu plus qui je suis. Et je sais que la photographie, c'est quelque chose vraiment que j'ai découvert maintenant il y a 7-6 ans. Je sais que ça me correspond. Estate Investor, c'est parce que voilà, je suis, c'est un peu dans mon milieu, hein, l'immobilier. Oui. Donc j'ai plusieurs biens immobiliers, mais après voilà, je crie pas au-dessus des toits, mais je sais que c'est mon domaine de prédilection, l'un de mes domaines de prédilection. Ok. Et l'économie, je suis tout le temps dans les chiffres, que ce soit dans le boulot, dans l'actualité, j'aime toujours voir un peu comment fonctionnent les chiffres, que ce soit dans les actions, dans l'économie, dans le travail, tout. Donc je trouve que c'est une description qui me correspond bien. On va le dire aux gens, hein, on se parle depuis pas mal de temps sur Insta, en message privé. Ouais. On a beaucoup échangé ensemble sur différents sujets. Et c'est vrai que quand je t'ai parlé de ce podcast, tu avais fait une story d'ailleurs, il me semble, où tu parlais de l'idée de partager un petit peu des choses. Je savais plus si tu avais parlé d'un podcast. Ouais, c'était globalement l'idée. J'en disais pas trop. Alors, mais désolé, je t'ai piqué l'idée. Mais il y a la place pour plein de podcasts, hein, évidemment. Ouais, bien sûr. Mais bon, l'idée c'est, en fait, moi je suis de nature. Une fois que j'ai un acquis, j'aime pas rester sur cet acquis. J'ai envie de découvrir d'autres choses. Quand j'ai commencé la photographie, j'avais beaucoup à apprendre, déjà rien que pour l'application de retouche qu'on connaît tous, Lightroom. Et une fois que j'avais vraiment bien maîtrisé ce logiciel et que j'avais fait un petit peu le tour, j'avais envie de découvrir de nouveaux styles de retouche. Et pareil pour les shootings, une fois que j'avais bien maîtrisé les paysages, j'avais envie de faire du portrait, puis après du pack shot, puis revenir peut-être sur du portrait et revenir sur du paysage, etc., de la macrophotographie. J'ai testé plein de choses. T'essayes de te renouveler, en fait, à chaque fois. Ouais, j'essaie de me renouveler, mais aussi j'avais besoin de me chercher. Ouais. La paysage, je sais que j'aimais ça, mais j'avais l'impression d'avoir fait le tour, et vraiment, comme j'étais tout le temps en Bretagne, mais bon, ça, on reviendra après, je voyais que j'avais besoin de faire autre chose, parce que j'aime pas rester tout le temps sur le même truc. J'ai besoin de bouger. C'est comme dans la vie de tous les jours. Je peux pas tout le temps faire la même chose. Là, l'effet de routine, c'est... T'aimes pas. Ah non. Non, je peux pas. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup de gens comme ça qui aiment bien est-ce que ça bouge. Alors, tu parlais de la Bretagne. Donc, c'est aussi une tradition à l'apéro podcast. C'est l'apéro. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu m'as apporté pour l'apéro ? On est bien dans le cliché breton, mais je t'ai ramené des crêpes bretonnes avec du caramel beurre salé. Effectivement, on peut pas faire plus cliché. Non mais t'inquiète pas, il y aura peut-être des petites bretonnes qui vont arriver dans le studio, t'inquiète pas. Elles vont te sortir pirate, tipiac. Non. Et pour accompagner ça, je t'ai amené aussi un jus de pomme qui est fabriqué par un agriculteur à côté de chez moi, le verger, juste à côté de chez moi. Super. Et c'est ce que je sers aussi à mes clients pour les petits déjeuners. Ok. Et donc tu vas voir, ça se marie vraiment très bien. Eh ben écoute, j'ai très hâte de goûter tout ça. On parlait de ta description. Ouais. Alors pour comprendre justement un peu plus en profondeur pourquoi tu as mis tout ça, t'en as parlé un petit peu, c'était un petit préambule. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours ? Depuis que j'ai commencé Instagram, hein. Ton parcours de vie. Mon parcours de vie ? Oui. Ouais, bah alors là, on va remonter plus loin. Très honnêtement, moi, je suis né dans le 91 déjà. Okay. Pour faire large, je suis né dans le 91. Je suis resté à peu près 14 ans dans l'Île-de-France, entre 2-3 déménagements. Et j'ai vraiment emménagé en Bretagne en 2007. Okay. Donc, si on fait le calcul, ça va faire... Ah, t'es dans les chiffres, je te laisse calculer. Hein. Ouais, bah ça va faire 13, 14, 16, ouais, facile. Ah oui. 17, bientôt 18 ans que je suis en Bretagne. Ok. Ouais.
17 ans que je suis en Bretagne et je risque pas de la quitter, cette Bretagne. Ouais, t'aimes la Bretagne. Ouais, mais j'aime la Bretagne, déjà parce que oui, j'aime la Bretagne, mais c'est surtout ma mère qui nous a emmenés là-bas parce qu'elle a des racines en Bretagne. D'accord. Elle passait tout le temps ses vacances à Perros-Guirec, là où on se trouve. Hein. Ouais. Et sa grand-mère, qui est donc mon arrière-grand-mère, était 100% bretonne. Ok. Je l'ai pas connue, elle est décédée à ma naissance, mais ma mère avait voulu revenir vers ses souvenirs et ses origines. C'était un natal. Ouais. C'est ça, c'était un natal. Et donc du coup, on est installé là depuis longtemps et ouais, je me sens plus breton que par ego maintenant. Ouais. Et voilà, donc du coup, j'ai fait mon parcours de chemin. Entre-temps, j'ai fini mes petites études, j'ai arrêté en plein milieu de la première ES pour après me lancer dans la boulangerie parce que j'arrivais pas à trouver mon milieu dans les études. J'ai fait 5 ans de formation en boulangerie et en pâtisserie avec une spécialisation en boulangerie. Et comme je trouvais que c'était pas forcément le milieu qui me correspondait, on s'est dit avec ma famille, avec qui je suis assez proche, on s'est dit tiens, pourquoi pas se lancer dans une entreprise familiale. C'est un peu galère de se lancer dans une entreprise familiale, dans un truc qu'on connaît pas trop. Ça peut être risqué aussi de se lancer dans une entreprise familiale puisque il y a les égos de chacun. Après, si on s'entend très bien avec sa famille, il n'y a pas trop de soucis. Mais c'est vrai que on entend souvent des entreprises familiales qui ont des problèmes parce qu'il y a des clashs. Parce que souvent, c'est ce qu'on dit, pas trop mélanger le travail et la famille. On l'a appris un petit peu sur le tas, ce truc-là. Mais ça nous a rendu plus forts quand même. Limite. C'est ça. Mais aussi, quand on s'est lancé, on savait qui on était, on se connaissait, on se connaît par cœur. Hein. On s'est quasiment jamais quitté avec ma famille. Hein. Donc, il y a des moments où je suis un peu parti pour les études, mais on se connaît très bien. Ouais, très très. Les faiblesses de l'un sont compensées par les qualités de l'autre. Et puis on se parle. On se parle. Bien, hein. Et c'est ça, la communication. Ouais. Ah, c'est le ciment de la famille quand on se parle. Hein. Et surtout pour une entreprise, c'est un peu le ciment. Ah oui, ça c'est évident. Et donc on se connaît très bien. Mon père est issu de la finance. Ma mère, avant d'être mère au foyer quand je suis né et avec ma sœur, elle était guide touristique. Elle a travaillé dans des grands hôtels. Et donc, elle savait ce que c'était que le sens de l'accueil. Et elle est passionnée de décoration d'intérieur aussi. Donc ça joue beaucoup. Bien sûr. Et moi, vu que j'étais dans les milieux de bouche, dans des milieux de nuit, où c'est quand même difficile, où tu bosses 15 heures par jour, on me demandait d'être un peu aussi créatif en pâtisserie. Donc, on avait quand même une palette de compétences, tous réunis ensemble pour pouvoir se lancer dans cette entreprise. Honnêtement, il y avait peut-être une prise de risque, mais honnêtement, le pari, il est réussi. Oh, de toute façon, quand on crée une entreprise, peu importe quelle entreprise c'est, il y a toujours cette prise de risque. Toujours, mais il y en a, ils se rendent pas compte du risque qu'ils prennent. Hein. Des fois, j'en vois qui se lancent sans vraiment avoir bien étudié le marché, la situation géographique où ils posent les premières pierres de leur entreprise. Ça joue beaucoup. C'est ce qu'on dit à chaque fois, location. Location. Exactement. Non, mais moi, je l'ai pas forcément appris immédiatement. Hein. Et quand j'ai lancé mon entreprise, j'avais 24 ans. À peine 24 ans. Mes parents, eux, ils avaient de la bouteille déjà. Donc, ils connaissaient un peu déjà tout ça. Donc, ça m'a un peu aidé pour bien installer mon église. Oui. Après, je bosse beaucoup. Hein. Ouais, je bosse beaucoup. T'es un acharné du travail, hein, ça c'est sûr. Pour te donner une idée, mes dernières vacances, ça remonte à 2012. Ah oui. 2012, de vraies vacances. C'était au Maroc, hein, d'ailleurs. Si je mens un tout petit peu, mes vraies petites vacances, c'était en descendant à Nice en famille en 2014. Donc, ça fait 10 ans que je suis pas vraiment parti en vacances. Ça date quand même, effectivement. Et du coup, cette entreprise familiale? Écoute, ça s'appelle le Manoir des Petites Bretonnes. Ok. C'est, comme son nom l'indique, c'est un manoir qui date du XVIIe siècle. Ouais. Qui est aussi un ancien corps de ferme. Donc à l'époque, il y avait un étable, il y avait des cochons, il y avait des chevaux, il y avait des poules. Et c'était un ancien corps de ferme. Ça s'est transformé après en manoir pour faire après du locatif, hein, en remontant à plus récent. Et nous, on s'est lancé là-dedans. C'était pas facile au début. Hein. C'était quand même en vente pendant 12 ans. Parce qu'il y avait beaucoup de travaux. Et c'était vraiment mis à l'abandon. C'est ce que j'avais demandé justement. Il y avait beaucoup de rénovations à faire. Mais c'était un vrai challenge. Hein. 6 mois pour tout refaire avant d'ouvrir le site internet. Ah oui, d'accord. 6 mois. 6 mois pour 3 hectares de terrain et une dizaine de logements. Du coup, maintenant, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Ça se passe plutôt bien. Après, on reste toujours aux manettes. Hein. C'est perpétuellement une remise en cause.
Ouais, il faut faire en fonction du marché, en fonction de ce qui se passe dans tout ce qui est location de vacances, etc. Etc. On a eu vraiment beaucoup, hein. Une pandémie, la guerre en vrai Ukraine, en une quelques tempête. années, ouais, il y a eu pas mal de rebondissements, ouais. si je puis dire. C'était tout le temps c'était tout le temps la tempête sur le bateau, hein. Ouais. Mais bon, après on gère, hein. Il y en a, ils se disent bon bah c'est bon, ça va tout le temps marcher, ou alors ils sont un peu insouciants. T'en as, hein, des patrons d'entreprise qui sont un peu insouciants. Complètement. Ou qui gèrent mal leurs équipes et après, ça se casse la figure, hein. Ah, ça, c'est l'avantage aussi de travailler en famille, du coup. Moi, j'ai une faiblesse. Après, c'est peut-être aussi une qualité pour ce boulot, c'est que je suis un peu paranoïaque. C'est mon boulot de m'inquiéter. Ouais. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses que je vois, que j'anticipe. Alors ça, la toiture, il va falloir le changer dans 5 ans. Il va falloir prévoir tant. Honnêtement, j'ai appris sur le tas, hein. J'avais pas ce genre de réflexion au début, hein. Bon, je reviens quand même d'un BP, ça va, ça me permet de, quand t'as un BP, t'es capable de gérer une entreprise avec une petite équipe, gérer tes stocks, etc. Et avoir le sens de l'organisation. Mais c'est pas une petite boulangerie-pâtisserie de ton village, hein. C'est quand même un gros paquebot, hein, ici. Et puis hein. t'as commencé jeune, au final. Ouais, 24 ans. Je me suis fait aider par mes parents, je les remercie d'ailleurs, hein. Mais je me suis démonté, pas de vacances, tout le temps bossé. Se réveiller boulot, manger boulot, dormir boulot, c'était tout le temps ça. Mais c'était le prix à payer. Mais après, voilà, il y a eu des gros moments c'était difficile, mais je m'en suis toujours sorti. On s'en est toujours sorti. Ouais. Parce qu'on se soutient moralement aussi. Le moral, ça joue beaucoup. C'est hyper prenant, mais c'est vraiment un kiff de faire ça. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ça te plaît, enfin en tout cas, t'as l'air de prendre beaucoup de plaisir à travailler dans ce domaine-là et travailler en famille, ce que tu me disais. Ouais, mais il y a un avantage aussi, hein, parce que je me jette pas de fleurs, hein. C'est bien aussi de se... Non, je me jette pas de fleurs, mais j'ai un petit avantage, c'est que je suis de nature solitaire. Ouais. J'ai pas besoin d'avoir tout le temps l'envie après le boulot d'aller absolument me faire une soirée, de partir en boîte de nuit ou d'aller voir des copains, des collègues. Moi, les seuls collègues que j'ai, c'est ma famille, que je vois déjà tout le temps. Moi, il suffit que je finisse ma journée à 17h, 18h, si tout va bien, et de rentrer chez moi le soir et de rester juste à geeker ou à faire un peu de ménage ou à cuisiner et à me reposer, hein. C'est tout des fois, hein. Après, je me fais un week-end ou une petpetite sortie, j'ai droit à un dimanche. Et des fois, il y a des gens qui te disent non, tu vas travailler dimanche et tu poses ton lundi, comme ça, je peux venir pour faire un podcast. Les erreurs, ouais, oui, complètement. Là, j'ai bien pris les devants pour que tu puisses venir tranquille. Et je te remercie d'avoir pris du temps pour ça. Pourquoi, Charles, avant de t'appeler Creative Carl sur Instagram, pendant très longtemps, tu t'appelais iClo? Alors déjà, j'avais pas 50 000 possibilités de pseudo, hein, parce que quand tu tapes Charles D, c'était déjà écrit. Oui, quand tu tapes Charles.D ou Charles/D, c'est pas bon. Quand tu mets Charles Photographe, c'est pas bon. Enfin, c'était déjà installé depuis quelques temps, Instagram. Donc t'as lâché l'affaire pour le Charles. Ouais, et puis bon, je me suis dit, j'ai envie d'être discret, j'ai pas envie de mettre mon nom partout. Enfin, j'étais comme ça, j'étais très introverti à l'époque. Okay. J'avais pas envie de montrer ma figure tout le temps, ce que je faisais pas beaucoup non plus. Et je me suis dit, attends, est-ce que je me ferais pas un pseudo qui sort un peu du lot et qui est un peu simple à lire, simple à écrire ou à lire, ou à prononcer. J'ai mis I parce que c'est l'œil, parce que forcément c'est notre principal outil en tant que photographe, l'œil. Et Clo, je me rappelle un copain à moi qui est un ancien punk, il m'avait offert une sorte de griffe en métal. Oui, c'est ce que j'allais dire, on est d'accord que claw en anglais ça veut dire griffe. Ouais, c'est ça. J'avais gardé ce truc-là, mais dans un placard, j'avais jamais réutilisé. Je me dis, bon, quel intérêt de m'offrir ça, quoi. Ouais. Mais j'avais envie de le garder parce que ça avait quand même une valeur sentimentale, hein. C'était un ancien pote que j'ai perdu de vue. Maintenant, il est à l'étranger. Enfin, bref. Il m'a offert ça pour mes 18 ans. Pour mes 18 ans, il m'avait offert ça. Mais bon, il était un peu dans des délires de punk, hein, et de rocker. Donc, il aurait pu m'offrir une chope de bière, hein. Mais il m'a offert ça. Bon, je me dis, tiens, c'est original. Bon, allez, je la garde quand même, mais je vais pas l'utiliser pour aller faire mes courses à Intermarché, quoi. Je l'ai gardé. Et, je sais pas, j'étais en train de fouiller mes affaires en faisant un peu de rangement dans ma maison. Et tiens, je vois ça, je me dis, tiens, une griffe, Clo. C'est complètement con. Je me dis, tiens, si je mets iClo, ça passe. Ouais. Et j'en ai fait une sorte de personnage. Après, si de temps en temps, je me montrais dans les stories ou dans des publications. Ouais, je me rappelle, effectivement. Je m'étais en plus abîmé le doigt. Je m'étais entaillé le doigt à l'âge de 4 ans et
Et en 2019-2018, je me suis passé la main sous les lames de ma tondeuse. D'accord. C'est pas une tondeuse de papa et maman, c'est le genre le gros tracteur énorme. Okay. Donc ça m'a entaillé le doigt, 11 points de suture, donc bien déformé. Ouais. Mais voilà, donc du coup, je me suis dit, ça pourrait faire une sorte, pas de pansement, mais ça ferait un peu artefact. À certains moments, ça me protégeait des chocs quand j'allais sur les rochers, si jamais je me cognais ou quoi. Un coup sur le doigt, se pincer le doigt ou quoi, ça fait hyper mal. Donc il y avait 3 petites raisons. C'est pas forcément les meilleures raisons du monde, mais c'était surtout aussi pour l'identité visuelle. Alors je me dis, tiens, en mettant clos, je me dis c'est cohérent. C'est quoi ton plus vieux souvenir à la photographie? Comment c'est venu la photo dans ta vie? Waouh, en fait, je connaissais rien à Instagram quand j'ai lancé l'entreprise. Je connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais le nom, mais j'avais que Facebook, tu vois. Ok, donc ce que tu dis, tu parles tout de suite de l'entreprise, d'Instagram. Ouais. Donc en fait, la photo, c'est venu par l'entreprise. Par l'entreprise, en créant du contenu pour promouvoir justement vos gîtes. La créatrice de mon site internet nous avait recommandé de créer un compte Instagram pour essayer de se faire connaître, essayer de toucher un petit peu toutes les tranches d'âge. Ouais. Voilà, c'est ça. Nous, on avait juste Facebook en tête comme ça, mais voilà, on n'était pas très curieux. Donc on l'a fait. On avait commencé. Et après, j'ai pris goût à la photo parce que quand je regardais un peu ce que faisaient les autres sur Instagram, je dis attends, mais comment ils font? Moi, avec des réglages de base que me propose Instagram avant de publier, j'ai des photos vraiment ridicules, quoi. Et puis en plus, avant, à l'époque en tout cas d'Instagram, où on était pas trop sur Lightroom ou Photoshop, on l'utilisait vraiment. Alors moi, je l'ai pas vraiment fait, mais quand on voit d'autres comptes qui sont là depuis bien plus longtemps sur Instagram, vraiment sur les débuts d'Instagram, ils utilisaient uniquement les filtres Insta, donc on parle pas top, mais donc toi effectivement t'as appris comme ça, quoi. Je commence à l'iPhone 7 Plus avec les réglages de base d'Instagram et tu dis waouh, c'est génial. Et en plus mon demi-frère me dit t'assures mec, t'assures. C'est un super beau rendu. Et alors quand je vois après les autres ce que font, parce qu'à force avec l'algorithme il te propose des contenus qui correspondent à la photo. Oui. Quand je vois les autres ce qu'ils font en photo, je me dis mais attends, mais j'ai loupé un truc, quoi. Comment ils font? Et en fait, voilà, en étant un peu plus curieux, j'ai commencé à creuser. C'est commencé à m'énerver parce que le côté compète, le côté challenge et essayer d'être mieux, c'est ce que j'avais dans le sang. Donc j'avais envie de comprendre. Ne pas comprendre, je déteste ça. Ouais. Alors je cherche, je regarde. Et après, je dis, il y a pas d'explication. Ils publient, ils font une description pour dire, tiens, voilà tel paysage, voilà tel portrait, mais ils disent pas le pourquoi du comment dans les coulisses. Ouais. Et en allant sur YouTube, je vois des coulisses. Et là, je découvre Lightroom. Je vois en accéléré comment ça fonctionne. Et en plus, c'est sur application smartphone, sur Android et Apple. Je me dis, attends, mais c'est ça qu'il me faut. C'est peut-être ça que j'ai loupé. Quand je vois le avant-après, je me dis, mais attends, ça n'a rien à voir. Donc forcément, mes photos, elles commencent par le smartphone. Voilà, je retouche. C'est beaucoup mieux que les réglages Instagram, mais c'est pas encore ça. Et c'est là que je me dis, il faut peut-être que je prenne un appareil photo. Donc je prends un Nikon D5003, celui de mes parents, qui t'oblige forcément à déclencher avant de voir le résultat, c'est ça. Ce qui est hyper chiant. Et après, je finis par tomber chez Sony, parce que forcément, je tombe sur des vidéos Sony pour me dire, tiens, voilà, le Sony A7R3, 42 millions de pixels, c'est génial et tout. Tu te fais influencer, forcément. Ouais, complètement. Tu tombes dans ce boîtier, tu prends un 1635, un 2.8 G Master, premier objectif, première lens. Et voilà, donc là, tu découvres ce que c'est qu'une vraie qualité d'image pour avoir une bonne base de retouche. Et là, je commence à prendre un kiff énorme. Parce qu'à un moment, je me suis dit, attends, c'est chiant, quoi. Jamais, j'avais limite envie d'abandonner, mais j'ai fait des économies pour pouvoir un jour me permettre ce matos. Oui, passer à une étape supérieure, quoi. Ouais, je suis passé à une étape supérieure. J'ai vu une grosse différence entre une photo prise au smartphone et une photo prise au boîtier. Bon, depuis, la technologie a avancé, on peut faire de très belles photos. Mais à l'époque... Après, pardon de te couper, c'est vrai que c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est pas vraiment le matériel qui fait la qualité de la photo, on peut faire de très belles photos avec des réflexes, de l'hybride, même maintenant des smartphones. Après, on n'est pas sur le même rendu, la même profondeur de champ, etc. Bon, on part un peu sur des trucs techniques, mais on peut quand même faire des belles photos avec beaucoup de choses maintenant. C'est ça. Pour grossir un peu le truc, la technologie d'il y a 5 ans n'est plus la même qu'aujourd'hui. Alors maintenant, la technologie des smartphones, ils arrivent à faire un truc très similaire en termes de photos par rapport à des gros boîtiers. Mais après, pour ceux qui le savent, ça va pas en remplacer un appareil photo, encore loin de là. La profondeur de champ, le bokeh, le piqué, la douceur de peau, on est encore loin de ce que font les smartphones actuellement.
Mais moi, j'ai besoin de prendre un appareil photo parce que j'ai l'impression que ça reste quand même plus pro. C'est psychologique, hein, mais... Non, mais je suis d'accord. Non, honnêtement, c'est vraiment mieux l'appareil photo. C'est beaucoup plus confortable. C'est sûr, ça fait pas tout. Parce qu'il y en a, ils font vraiment des super photos juste avec un appareil photo qui date d'il y a 20 ans. Oui. On est d'accord là-dessus. Il y en a, ils prennent des A6600 qui a ça a 10 ans, 12 ans, c'est ces boîtiers, mais ils font des super photos. Tout dépend après de l'identité visuelle, tout dépend du rendu que tu veux donner quand tu fais ta retouche. Si tu veux donner un look extrêmement vintage, si tu pars sur un boîtier qui a 12 ans, on va même pas voir la différence. Si tu prends un boîtier qui est de 2023, 2022 ou même de cette année, si tu fais de la photo qui est très chirurgicale pour du packshot, hein, quand je dis du packshot, c'est des belles montres, ce sont des parfums pour des grosses marques. Forcément, ça va être très chirurgical, ça va te demander d'enlever toutes les impuretés, de faire une très belle zone de netteté, de faire une très belle couleur. Donc forcément, il va te falloir un matos très très compétent. Non, c'est sûr. Tu vas à un moment être obligé de passer encore plus à une étape supérieure pour avoir de la qualité. Et puis tu parlais de packshot. C'est sûr que quand tu travailles pour certaines marques, surtout des montres, du parfum ou quoi que ce soit, en grande majorité, c'est pour être diffusé sur les sites internet et également en affiche en très grand format. Et c'est sûr que si tu as un petit compact ou un appareil qui n'a pas une assez bonne qualité, tu ne pourras pas travailler pour ces marques-là. Ça, c'est... les marques, ils vont même pas avoir le temps de te proposer un café, ils vont te dire au revoir. C'est sûr. C'est sûr. Tu parlais de style, alors je vais te poser 2 questions en une. Ouais. C'est là où tu as commencé vraiment à faire de la photo. Moi, quand je vois ton Instagram, tu as vraiment un style, un univers artistique assez particulier, qui est bien à toi, qui est très graphique. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes inspirations et aussi, puisque c'est en lien, pourquoi tu fais de la photo, pourquoi tu fais ce genre de photo? C'est pas venu tout de suite, hein, quand j'ai commencé la photo. Hein. Comme je te disais tout à l'heure, je me suis beaucoup cherché. Tu t'es cherché, ouais. Je me suis cherché. Hein. Mais on est nombreux comme ça. Ouais, tout le monde passe par là. Ben, bien sûr. Donc ça reste quand même très naturel. Mais j'ai découvert cet univers, ce délire, en regardant des films. Donc ton influence, elle est un peu comme moi, hein, très influence cinématographique. Ouais. Alors, je trouve que ça se ressent beaucoup dans ce que tu fais. Il y a un film qui me vient en tête, je sais que c'est ça, mais très Blade Runner. Ouais. Et pourtant, c'est pas le premier truc qui m'a fait déclencher cette photo. Ah ça a accentué, ça a aidé, ça a été un tremplin. Mais c'est pas le truc qui m'a aidé à me dire, tiens, c'est ça que j'adore. J'étais tombé, sur une vidéo. Je ne saurais pas te dire laquelle de vidéo c'est. Mais c'était une vidéo d'un tournage ou une vidéo d'un shooting photo où ça montrait les jeux de lumière. Ouais. Et là, j'ai compris comment c'était que jouer avec la lumière. Parce qu'avant, je savais pas ce que c'était que maîtriser la lumière. Et pourtant, c'est la base de la photo. C'est la base et j'ai presque envie de dire, en tout cas pour ce style même que tu fais, du portrait en intérieur beaucoup, la lumière, c'est le plus important, presque. Et pourtant, j'ai mis du temps. Hein. Au départ, je récupère le matos. Mais sans m'éloigner du sujet, c'est vraiment en voyant les coulisses d'un film que j'adore pour voir comment il refaisait ces scènes. Pourtant, c'était pas forcément le but de la vidéo quand je regardais parce que j'adorais la série. C'était Breaking Bad. Ouais, ok. Breaking Bad, c'est ma série. C'est pas connu du tout en plus. C'est ma série. Et en fait, vu que j'étais fan, j'avais envie de voir un peu les coulisses par rapport à comment c'était fait. Mais c'était pas pour le visuel surtout. Et quand je découvre comment c'est foutu au niveau du visuel et que je vois le avant-après et la post-prod, je me dis, attends, mais c'est super beau en fait. On se rend pas compte, mais c'est un énorme facteur, la lumière. Dans le cinéma, enfin tout ce qui est audiovisuel, séries télé, cinéma, c'est, je trouve à mon sens encore plus accentué que la retouche photo sur Lightroom derrière, parce qu'avec Lightroom on peut vraiment tout faire. Tu peux ajouter du clair dans un coin, etc. L'image dans le cinéma, pour avoir travaillé dedans aussi, c'est sûr que ce que tu vois à la caméra et ce qui va être au cinéma ou projeté ou diffusé à la télé après, il y a la lumière et il y a aussi beaucoup l'étalonnage. Et ça, c'est le gros travail justement pour amener une patte, une direction artistique et un style bien particulier. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est comme ça que j'ai découvert un petit peu vraiment la façon de façonner la lumière. Donc du coup, j'ai pris vraiment un sacré plaisir de voir le avant-après quand on maîtrise bien la lumière. Donc du coup,
j'ai commencé à revoir un peu ma manière de retoucher les photos, même s'il y avait encore du boulot. Et en traînant un peu sur Insta, je voyais un peu beaucoup d'images de Blade Runner, mais je savais pas que c'était Blade Runner au début. Alors, on parle de Blade Runner 2049. Ouais, oui, c'est ça. Pas l'original. 2049 avec Ryan Gosling. Ouais, pas l'original. Pas l'original, mais je l'ai regardé après. Ah bah oui. Mais je suis tombé sur ça. Et j'ai pas fait le rapprochement tout de suite de ces photos parce que je savais pas du tout que c'était Blade Runner. Et après, en étant un peu curieux, je regarde Blade Runner. Enfin, je retrouve du coup les images iconiques qu'on voit dans le film. Oui. C'est pas... c'est très visuel en fait. Hein, c'est pour recontextualiser, pour ceux qui n'auraient pas vu Blade Runner 2049, donc tu parlais des images iconiques. Moi, tout de suite, je pense à un personnage de Ryan Gosling qui marche dans le désert, exactement tout ça. enfumé, après une tempête de sable. Je sais pas trop, je me rappelle plus trop. Si, mais ça. voilà, dans des tons très orangés, rouges. Très chaud et très assumé. Très chaud, exactement. On n'aurait jamais pensé faire... Enfin, moi, j'aurais jamais pensé un jour saturer mes photos. Ouais. Au départ, je jugerais que par la désaturation pour donner un look dramatique en désaturant. Et des fois, je me dis qu'en fait, il n'y a pas besoin. Et en même temps, dans un autre style de ce que tu proposes, ouais. Donc il y a des photos effectivement dans ces tons-là, il y a aussi des tons beaucoup plus froids qui fonctionnent, en tout cas qui rappellent aussi d'autres scènes de Blade Runner, plus de nuit, avec des néons un peu plus bleutés. C'est ça. Il y a aussi de ça, ouais. Ouais, mais c'est très varié. Hein. On peut retrouver une teinte de vert, une teinte de jaune, une teinte d'orange, de rouge. Et après, Star Wars est venu derrière pour m'aider encore à découvrir l'univers que je recherche. Ouais. Des comptes Instagram qui font... Il n'y a pas beaucoup de comptes français qui font ça, en fait. Hein. Il y en a très peu. C'est vrai qu'il y en a pas énormément. C'est des comptes étrangers américains, suisses ou australiens qui font ça. Mais très, très peu. J'en ai très peu font français ou qui restent dans cette catégorie. Alors, faut le dire, tu aimes beaucoup les néons. Hein. Ouais. Qu'ils soient en dehors de ton champ de la photo ou qu'ils soient inclus dans la photo même. Ouais, je suis baigné là-dedans. C'est encore compliqué de savoir pourquoi, mais honnêtement, j'aime bien ce look, le côté dramatique, reposant, mélancolique. Et honnêtement, moi, il y a un côté rêveur. J'ai une amie à moi qui m'a dit qu'il y a un côté reposant, mélancolique et rêveur. Quand tu vois ce genre de photo, t'as l'impression d'entendre du Lana Del Rey. C'est très reposant. C'est très reposant. Et The Weeknd aussi. Pareil, The Weeknd, ça m'a aussi inspiré parce que ses clips aussi, ça m'a beaucoup inspiré aussi. C'est vrai que ces clips sont un peu dans ces teintes-là aussi, ouais, complètement. Ouais. Donc les trois bases qui m'ont aidé et qui sont mes principales sources d'inspiration. Sur Instagram, j'ai Moody Darkroom. Ouais. Vous trouverez sur Insta, c'est facile. Série film cinéma, c'est Blade Runner Star Wars, mais surtout Blade Runner et Dune. Oui. Donc c'est vraiment l'univers de Denis Villeneuve. Matt Reeves aussi dans The Batman. Ouais, bien sûr. Ça m'a beaucoup aidé. Et en termes de musique, c'est The Weeknd. Comment tu penses une photo ou une vidéo ? C'est quoi le cheminement ? T'as une idée en tête et tu essayes de la mettre en image, ou c'est en essayant, en posant la caméra, enfin l'appareil photo, et en mettant la lumière, en te posant, parce que tu fais aussi beaucoup d'autoportraits. Ouais. C'est là que la créativité arrive. Comment ça se passe ? Elle arrive sur le tas. Ouais. Tu as toute de moi, mais elle arrive sur le tas. Okay. Il arrive que je prépare un peu en amont, histoire de pas non plus arriver comme un con, je sais pas quoi faire. J'ai une petite base de ce que j'aimerais faire. Mais des fois, ça se passe pas comme prévu, et des fois, j'ai une idée en tête. Je vois un fauteuil, je vois un néon qui est à cet endroit. Alors du coup, ça change complètement mes plans par rapport à ce que j'envisageais. Ouais. Et donc du coup, je fais un autre style qui me correspond du coup. Et là, je vise dans le mille. Ok. C'est souvent, 30% de prévision, d'anticipation et 70% d'improvisation. Ouais. Et après, je repensais à un réel que tu avais fait suite à la sortie de Oppenheimer, du film. Ouais. Tu avais testé des choses aussi. J'ai l'impression que t'aimes faire ça, de tester des choses où tu avais essayé de refaire avec, alors je me rappelle plus, c'est des fils de fer ou quelque chose. Ouais. T'avais essayé de refaire des effets en vidéo. J'ai vu un mec, William H. Baker sur Instagram et sur YouTube. Il reproduisait des effets d'Oppenheimer
Alors après, peut-être qu'il a un tout petit peu plus de matos, mais il y a un truc que j'ai réussi à reproduire avec une perceuse électrique raccordée avec un fil de fer sur l'embout et des petits trombones. Oui, c'est ça, il y avait des trombones. Il y avait un trombone, 2 fils de fer diamétralement opposés pour faire un bon rayon et rattachés à un trombone chacun. Et tu fais fonctionner la perceuse. Et du coup, ça tourne. Ça tourne, mais il faut une lumière très directionnelle qui dirige bien, qui vise bien les trombones, parce que on est d'accord, les trombones sont en métal, donc forcément il y a une réflexion, et donc du coup ça donne en vitesse très accélérée, ça donne comme un filet de lumière. Après tu fais les réglages qu'il faut, on va pas tomber non plus dans une grosse technique, mais tu fais des réglages de telle sorte à ce que quand tu filmes, ça fasse comme un filet. Filet de lumière, un léger filet de lumière. Évidemment, quand ça tourne vite, ça fait comme un anneau. Mais du coup, j'ai réussi à reproduire une scène d'Oppenheimer. Honnêtement, j'ai réussi à faire quelque chose qui me plaisait et ça m'a fait vraiment plaisir de voir ce côté créatif. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on a fait le tour, quoi. Mais à chaque fois, alors qu'il y a beaucoup de choses à tenter, mais tu es comme ça en fait. Moi, je t'ai toujours vu comme ça à travers ton Instagram. C'est que tu testes des choses, tu tentes, tu n'as pas un style précis. Tu vas des fois mettre du noir et blanc, tu vas mettre du portrait, voilà. Des fois, tu vas avoir ton sabre laser devant la mer avec des rochers. Tu vas prendre des modèles en photo avec une lumière très néon, orangé, bleuté. Tu testes. Je teste et j'essaie de reproduire à la hauteur de mes possibilités. Je te prends The Batman, Matt Reeves. Bon. Il est super beau, le film est super, il est incroyable. Il m'a inspiré pour les angles de caméra. Pas pour et les couleurs aussi, mais les angles de caméra. Blade Runner, ça m'a aidé pour les couleurs et certains angles, mais surtout les couleurs. Dune pour l'exposition et vraiment les certaines scènes. Donc vraiment, chaque film avait une source d'inspiration différente. Le dernier Dune, il s'est servi d'une caméra avec un filtre infrarouge. Ah oui. Un filtre infrarouge pour après faire que du noir et blanc. Donc tu te retrouves avec des dents complètement noires, des yeux avec un iris complètement noir. Ah oui, dans la partie du film où tout est en noir et blanc, c'est ça. Moi je pensais que c'était du noir et blanc, mais non, il a utilisé un filtre infrarouge. Ah, c'est fou. Et en post-prod, après, il a tout fait en noir et blanc. Et tu te retrouves avec une scène vraiment particulière. Non, mais tu te rends compte, la créativité? Mais c'est ça, ouais. Puis on arrive derrière à des œuvres qui traversent le temps par leur originalité, leur récit et... C'est ça. Et ils utilisent des fois... technique, c'est ça. Ils utilisent aussi des vieux objectifs qui datent de l'Union soviétique. Alors, ils le réadaptent avec leur grosse caméra. Mais des fois, ils utilisent des vieux objectifs qui datent de l'Union soviétique. Mais ça, il y a... En tout cas, dans le cinéma, il y a... La photo, c'est pareil, mais... beaucoup plus dans le cinéma, il y a eu beaucoup d'expérimentations comme ça. Et ça, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Je pense juste l'exemple Stanley Kubrick qui tourne Barry Lyndon avec uniquement la lumière. C'est que de la bougie. C'est ouf. Et avec des objectifs de mémoire de la NASA. C'est dingue. Donc voilà, il y a toujours eu cet esprit d'expérimentation, de tenter des choses. Et c'est ça qui est très intéressant. Et c'est ça qui me fait plaisir dans cette nouveauté. Cette créativité, on fait du neuf avec du vieux des fois. Ouais, c'est ça. On fait du neuf avec quelque chose qu'on n'imaginerait pas. J'aurais jamais imaginé faire un effet Oppenheimer avec une perceuse électrique. C'est clair. J'aurais jamais imaginé. C'est ce qui me pousse à me pousser dans mes retranchements et essayer d'aller plus loin et essayer de sortir de ma zone de confort. Et moi, ça me permet aussi vraiment de m'améliorer aussi. On va parler maintenant d'Instagram. Ouais. Puisque ça reste quand même l'outil, en tout cas la plateforme sur laquelle tu diffuses le plus ton travail. Déjà, est-ce que tu sais quelle est ta première photo sur ton Instagram actuellement? J'ai fait beaucoup d'archivage et de réarchivage ou remis des photos, mais... Alors ça, effectivement, on va en parler après. Il y en a une, je crois que c'est une de moi, forcément. Ouais. Et je crois que je suis avec un masque et des lunettes d'aviateur. Ouais. Je suis dans un clair-obscur. Ouais, exactement. C'est celle-là. C'est celle-là, c'est un portrait de toi. Et en description, c'est marqué le nouveau compte de Eclaw, meilleure communauté, nouveau départ, les mêmes photos et vidéos, et j'espère la même MIF. La même famille, du coup, pour ceux qui... Quelle connerie. Non mais quelle connerie d'avoir fait ça. Hein. Alors, c'est... effectivement, tu parles d'un nouveau départ, nouveau compte. Ouais. T'as recommencé plusieurs fois. Et c'est une connerie. Alors...
il y a pas de jugement de ma part, mais c'est vrai que moi qui te suis depuis quelque temps, à chaque fois, puis qui aime ce que tu fais, à chaque fois je voyais, allez, j'arrête, tu mettais en story, j'arrête mon compte Insta, tout ça, je savais pas trop si tu voulais complètement arrêter la photo, Instagram, et puis après t'as commencé à reposter, donc t'effaces tout, et après tu redémarres. D'où ça vient ça? Est-ce qu'il y a une raison en particulier de à chaque fois ce renouveau, parce que tu l'as fait plusieurs fois? Ouais, le perfectionnisme, déjà, c'est pas bon. Ouais. Ça m'a mis plus de bâtons dans les roues qu'autre chose. Bon, après, il y a pire, hein, mais ça m'a pas rendu service. Il y avait une course au like qui était pas bonne. J'allais t'en parler, justement. Une course aux abonnés. T'as eu vraiment ce côté addictif à ça, aux statistiques, aux likes, aux followers? Je suis tombé dans une addiction qui est vraiment mauvaise. C'est pas bon. Quand tu découvres Instagram, tu te dis que c'est génial. À l'époque, quand je me suis lancé, c'était pas encore la mode, hein, la vidéo, les reels, ça n'existait pas encore à l'époque. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Il n'y avait pas ce terme-là encore. Et quand je voyais plein d'autres comptes de photographes qui n'étaient pas forcément à l'étranger, qui n'étaient pas très loin de chez toi, qui étaient dans ta région ou à Paris, je me dis, mais attends, eux, ils ont réussi à percer. Moi, je peux le faire aussi. Il y a un côté jalousie, au final. Il y a un côté... Je sais pas si c'est le bon terme, mais je pense pourquoi ça marche pour eux et pas pour moi? Il y a, alors pas jalousie, ça va, parce que bon, je m'en foutais un peu encore de ça, mais il y avait un côté compète complètement vraiment démesuré. Et malsaine aussi. Malsaine. Et quand j'arrivais pas à avoir les résultats que j'attendais, surtout que je faisais à peu près le même genre de photos, la Côte de Granit Rose, Paris, c'était des beaux spots. Hein. Oui, et des fois, je faisais des photos assez folles, hein. Mais j'avais pas forcément les retours que j'attendais. Et je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui va pas? Est-ce que c'est moi? Donc, t'allais de déception en déception à chaque fois que tu postais, que tu voyais qu'il y avait pas forcément du retour. Ouais, des fois plus j'avançais, moins j'en avais. Je me dis, mais attends, en fait, je propose vraiment du contenu vraiment pourri, ça intéresse personne. Avec le temps, j'ai pris beaucoup de recul, j'ai vu que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Ah oui, l'algorithme. J'ai gratté juste le vernis, mais derrière, il y avait tout un truc. Les algorithmes, publier tous les jours. Après, c'est tous les 2 jours, tous les 3 jours, une fois par semaine. Faut commenter et liker les autres. Faut répondre aux messages. Oh, ouais. C'était trop. On sait plus ce qu'on doit faire pour que ça marche, ouais. Tu sais plus. Et au bout d'un moment, bah, t'en as un peu marre. Et après, tu te dis, bah mince, j'ai été shadowban parce que j'ai pas eu les bonnes méthodes. Faut savoir qu'Instagram, il a régulièrement changé de méthode. Oui, complètement. Je pense pas avoir été shadowban, mais il y a une époque, je crois que j'y l'étais. Donc, du coup, je me dis, bon, bah, en fait, j'ai plus de 3000, presque 4. Et, alors, juste pour rappeler à ceux qui écoutent le podcast et qui ne sont pas trop familiarisés avec les termes Instagram, shadowban, pour expliquer. C'est vrai. Ça permet, en fait, c'est quand tu utilises une méthode qui n'est pas forcément très appréciée par la plateforme Instagram. Et du coup, la punition, c'est tu n'es pas ton compte, il est pas supprimé, t'existes encore. Mais du coup, mais on te met pas en avant. On te met pas en avant, voire pire, ceux qui sont déjà abonnés à toi te voient beaucoup moins. Ouais, c'est ça. Et limite, t'étais un fantôme, quoi. Donc shadow, donc on est shadowban. Ouais, c'est ça. Voilà le terme. Et donc du coup, bah ouais, j'avais 4000 et à un moment je faisais 30 likes sur une photo. Pourtant c'était une photo incroyable, hein. Tout le monde m'en disait du bien, en message privé, en dehors. Donc je me dis en fait il y a un problème. Donc j'ai supprimé. Ouais. Et tu as recommencé avec une autre vision, avec une autre façon de voir Instagram et le partage. Ouais, j'avais ça en tête depuis longtemps, changer, hein, mais c'est pas venu sur un coup de tête. Hein. J'ai longuement réfléchi, après je me suis lancé. Je me suis du coup j'ai recommencé. Je suis reparti d'une feuille blanche. Ouais. J'avais envie de repartir sur une vraie base en évitant les pièges d'Instagram. Parce que Shadowban, je connaissais pas avant. Oui. Je l'ai découvert sur le moment. Et donc, mais ça m'a pas empêché d'être toujours dans cette mauvaise course qui était vraiment ridicule, quoi. Ridicule. Bah, c'est surtout qu'après, tu prends vraiment trop les choses à cœur. Et puis, il y a, voilà, comme je disais, de la déception. Ça peut t'attrister. En tout cas, ça te mine le moral. C'est de l'énergie, hein. Et ça te prend de l'énergie. Et du coup, la créativité en prend un coup aussi. Ce qui est vicieux chez Instagram, c'est que si tu publies beaucoup moins, ça peut encourager les autres à moins te regarder, parce qu'ils vont dire que t'es devenu un compte un peu mort, ou alors t'es plus trop dans le délire. Donc si t'as pas un minimum de contenu par semaine ou tous les 2 jours ou 3 jours, bah c'est un peu galère.
Alors, t'es obligé de faire du contenu en avance. Donc, du coup, ça te prend de l'énergie. T'es obligé de te prendre du temps pour essayer d'avoir un jour ou deux de vacances ou de week-end pour après te faire une sortie à Etretat ou alors aller à Paris et après faire des portraits, contacter des gens au téléphone pour qu'ils puissent être dispo rapidement, enfin, ou pas. Enfin, c'est une vraie course, quoi. C'est une course au contenu ou c'est une course au plaisir? Enfin, moi, j'ai mis de côté, je prenais toujours du plaisir, mais je prenais moins de plaisir parce que j'étais tout le temps dans cette course et elle était nocive. Mais bon, là, ça va mieux. Oh oui, non, mais là, ça va mieux, c'est fini maintenant. Et honnêtement, je me prends beaucoup moins là. Je me prends plus du tout la tête. Ouais, c'est ce qu'il faut. C'est partager, faire ce qu'on aime. Ouais. Vraiment, continuer à tester des choses, à booster la créativité. Et derrière, si y a pas un certain nombre de likes ou des followers. Si je peux avoir quand même un coup de gueule, sans donner de nom évidemment. Hein. Il y a un coup de gueule, il y a deux personnes vraiment que je peux vraiment pointer du doigt. C'est évidemment la plateforme qui t'oblige forcément à faire du contenu. Alors du coup, ça t'oblige à tomber dans une addiction qui n'était pas volontaire. Oui, bien sûr. Et il y a les formateurs d'Instagram qui te disent comment avoir combien d'abonnés. J'ai eu tel abonné en 6 mois. T'en as qui sont des vrais escroqueries. J'ai eu 1 million d'abonnés en 2 jours et demi parce que j'ai fait ça. C'est ça. Et tu suis le conseil. Ouais. Et des fois, c'est vraiment, des fois, il y en a, c'est des bonnes idées, mais des fois, c'est des bonnes méthodes, mais ça te demande de payer. Oui, en plus, évidemment, si les gens peuvent se faire de l'argent sur le dos de... Si t'es juste un compte personnel, si t'es pas un professionnel, tu payes pour quoi? De la notoriété? De la satisfaction de toi-même? Et t'en as vraiment, c'est des escroqueries, ils te disent j'ai gagné tant et tant, mais derrière ils ont payé pour avoir tel nombre d'abonnés et ils le disent pas. Les fameux qui achètent des followers et tout ça. Ouais, bien sûr. Et ça c'est vraiment le coup de gueule que je pourrais avoir, c'est là-dessus. On n'en parle pas assez. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la photo? Si c'est un pro, de mettre toutes les chances de son côté et vraiment de bien s'entourer, de bien se former, de faire tout ce qu'il faut. Ouais. Après, ça, c'est pas trop mon milieu. Si on reste dans le perso, vraiment de rester dans le plaisir et de pas tomber sur une course aux abonnés et une course à la notoriété que tu n'auras peut-être jamais. Ouais. Donc ça, c'est plus le rapport aux réseaux sociaux, Instagram, mais quelqu'un qui vraiment débute complètement. Si c'est juste en restant dans la photo pure, déjà d'apprendre les bases. Ouais. D'apprendre les bases dans les réglages photo, se familiariser au vocabulaire de la photographie. Il y en a beaucoup, mais déjà les bases des bases, l'ouverture, le bokeh, la vitesse d'obturation, un objectif, un appareil photo hybride, un compact, etc. Et vraiment mon deuxième vrai conseil, et ça c'est quelqu'un qui me l'a donné après, c'est de maîtriser la lumière. Ouais. Maîtriser la lumière. C'est pas ton objectif à 4000 € et ton objectif à 2100 boules qui va faire de toi un super photographe. Ah non, elle va être nette, elle va avoir un beau bokeh, mais après il y a la retouche derrière et après il y a les angles et les lumières et les poses de ton portrait ou pas. Il y a plein d'autres facteurs derrière. Comme quoi, ce que tu dis et ce que je dis à chaque fois, c'est le matériel, c'est pas le matériel qui fait le photographe. C'est Ken Kojandi qui m'avait soufflé ce conseil. Ouais, ok. On était sur une application, je crois qu'elle n'existe plus, qui s'appelait Clubhouse. C'est-à-dire tout le monde. Ah oui, c'est vrai, ça me dit quelque chose. Ouais, c'était une nouvelle application qui est du moment où tout le monde pouvait s'inscrire. T'avais des sortes de petites conférences, 2 organisateurs ou 4 organisateurs, un domaine. T'en as qui sont spectateurs et ils peuvent intervenir en déclenchant le micro. C'est vrai, c'est ça, ouais. C'était ça le truc. Ouais, je me rappelle. Le sujet, c'était notre matériel photo. Qu'est-ce que vous avez? Moi, je suis chez Sony, j'ai tel ci, je suis chez Canon, je suis chez Nikon. Moi, j'ai tel objectif. Moi, j'avais participé. Et je vois écrire juste en dessous des spectateurs Ken Kojandi. Et c'était vraiment Ken Kojandi. Ken Kojandi qui avait créé la série Bref. Ouais, c'est ça, qui a créé la série Bref, qui est sur Canal d'ailleurs encore. Avec Hot Ones. Hot Ones, ouais, c'est ça. Oui, mange des piments. Et je le vois, je me dis, mais attends, c'est une escroc, c'est un faux compte. C'est pas le vrai. Je fous de ma gueule. Mais j'ai reconnu la voix. Ouais, je savais que c'était lui. Moi, j'étais pas intervenu, j'ai écouté. Il a dit, mais attendez les gars, vous savez que le plus important, c'est la lumière quand même. Hein. Bon, allez, je vous laisse les gars, salut. Le mec balance juste son petit conseil. Allez, moi j'y vais. Ouais, je pose ça. J'ai sorti une phrase. Salut, bon. Je pose ça là, ciao. Ouais, c'est ça. Et après, t'as tous les mecs, vraiment, mais attends, mais c'est Ken Kojandi. Il a raison, Kylian. Non, mais c'est même pas, il a raison, Kylian. C'était, attends, mais c'est Ken Kojandi ou c'est un fake? Ah non, je crois que c'est un fake. C'est vraiment lui.
Et tout le monde était concentré sur le fait que c'était Ken Kojandi. Moi, j'étais bloqué sur son message. Sa phrase, ouais. J'étais bloqué sur son conseil. C'est toujours le conseil que je garde. Donc, la photo, connaître les bases, et une fois qu'on a bien connu les bases, apprenez la lumière. Les angles de lumière, l'intensité de lumière, les différentes manières de gérer la lumière. Apprenez ça, les mecs. Apprenez ça, les filles, parce que c'est vraiment ça qui va vous aider à faire de meilleures photos. Eh ben, écoute, merci pour ces conseils. S'il y a des jeunes photographes, ou en tout cas des personnes, pas forcément jeunes, qui commencent la photo, suivez bien ce conseil. Ça peut vraiment vous aider à créer et à vous perfectionner. Pour terminer, on va faire un petit jeu. Le fameux petit jeu à chaque fois. Tu vas compléter ma phrase. Donc la première, le cinéma et la photo, c'est génial. Le cinéma et la photo, c'est inspirant. Ok. Ton meilleur spot en Bretagne, c'est la Côte de Granit Rose. Ouais. Il y a beaucoup d'endroits, mais la Côte de Granit Rose, c'est quand même quelque chose. Ouais, magnifique. Quand tu shootes, la lumière, c'est indispensable. Ah oui. Indispensable. Il y aura d'autres mots, mais indispensable pour moi. La post-prod, que ce soit en photo ou en vidéo, c'est un terrain de jeu. Je prends un vrai plaisir quand je shoot et que je vois que l'exposition est bonne, que la pose est belle, surtout quand je suis avec un portrait. Et je prends un malin plaisir, je prends un plaisir de fou après quand j'arrive à modeler comme j'ai envie la photo. Et c'est vraiment incroyable. Je te remontrerai, quand on aura l'occasion, je te montrerai les photos que j'ai faites la semaine dernière avec une modèle, Laurine d'ailleurs, que je salue. Et on a fait des photos incroyables. Et Dieu sait si j'avais pas envie de remettre à la photo tout de suite. Mais elle m'a bien aidé. Et on a réussi à trouver des bonnes inspi. Et on a fait des trucs de fou. Et en gérant la lumière. Et après, en faisant une bonne post-prod. Les dingueries que j'ai réussi à sortir. La post-prod, on peut évidemment bien s'éclater. Ouais. L'endroit de tes rêves pour faire un shooting, ce serait où ? New York. Direct. New York. C'est loin, c'est cher. Mais un jour, j'aimerais bien faire New York. Ouais. Je te conseille parce que c'est vraiment une ville incroyable. Ah, t'y allais ? Oui, plusieurs fois. C'est vraiment une ville démesurée. C'est la ville que tu vois dans les films. Ouais. Donc, toi qui aimes beaucoup le cinéma aussi, forcément, tu vas voir des bâtiments qui vont te rappeler certaines scènes. Tu vas et il y a une ambiance. C'est un peu l'Europe aux États-Unis. Moi, c'est ce que je trouve, en tout cas. Ah ouais? Mais c'est très cosmopolite. Il y a des gens qui viennent vraiment de partout dans le monde. C'est pas vraiment l'Amérique. Pour avoir fait l'Amérique profonde. Ça vient de tout. C'est ça. Et c'est vrai que New York, comme San Francisco, c'est vraiment deux villes très cosmopolites. Et c'est un peu l'opulence là-bas, au niveau des paysages, des gratte-ciels, quoi. Ah bah, c'est complètement ça. C'est démesuré. Mais c'est vraiment une ville à faire. Donc, vraiment New York. Et en photo, il y a moyen de s'éclater. Dans 10 ans, tu seras... J'espère encore être ici. Ouais, parce que ça reste la photo, c'est pas mon métier, c'est une passion. Ouais. À un moment, je me suis dit, est-ce qu'un jour je vais devenir vraiment photographe professionnel, parce que je vois bien qu'à chaque fois je m'améliore, mais ça restera une passion. Ouais. Ça restera une passion. C'est un choix vraiment que t'as fait. Ouais, parce que la photo, c'est un milieu qui est très difficile. Il y a beaucoup de monde pour un petit gâteau. Ah, ça, c'est évident. Ouais. Et après, du coup, de te professionnaliser, peut-être qu'il y aurait aussi encore de la déception si, par exemple, il y a des contrats qui viennent pas ou des choses comme ça. Et du coup, tu perdrais un petit peu cette passion. Ouais, c'est un stress c'est un stress permanent et c'est pas forcément bon. Ouais. Là aussi, j'ai un stress, tu vas me dire. Mais c'est un stress, c'est un autre stress parce que je suis vraiment aux manettes et je connais ce milieu et je sais que l'immobilier, le tourisme, ça marche bien. Ouais. Tandis que là, il faut vraiment te vendre vraiment à fond pour vraiment décrocher un vrai contrat. Ouais, c'est sûr. Ou des petits contrats. Et c'est prenant, c'est fatigant, tu vois, plus personne. C'est aussi fatigant et stressant qu'intermittent du spectacle. Ah oui, je connais. Je connais. Quels sont tes objectifs là dans les années à venir? Franchement, mon premier objectif, déjà, c'est rembourser ici. Ouais, ok. Et une fois que j'aurai remboursé, je pourrai vraiment m'éclater. C'est dans 9 ans. Mais quand même, ça va, 9 ans. 9 ans, ça va vite. Moi, je vois des darons ou des gens qui ont 60 piges qui sont encore en train de rembourser leur maison. C'est ça. Ça dépend. Moi, ça va, je suis chanceux. Et après, je mets toutes les chances de mon côté et je bosse comme un fou. Mais vraiment, finir de rembourser le crédit du manoir. Et après, vraiment, penser à m'éclater. La cigale et la fourmi, c'est vraiment mon credo. Ouais, c'est ça. C'est vraiment mon credo.
Bah écoute, en tout cas, je te souhaite tous ces objectifs, tous ces projets. Je te souhaite de continuer dans ta créativité. C'est gentil. Et je te remercie, Charles, d'avoir accepté de faire ce podcast. Avec je suis très très content et merci de m'avoir accueilli chez toi. Merci à toi de m'avoir proposé ce podcast et c'était vraiment sympa. Dans tous les cas, n'hésitez pas à suivre Charles sur Instagram. Et nous, on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. Et sur mon compte Insta Vince Temple, retrouvez les actualités pour les prochains podcasts à venir directement en story à la une. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Nouilles à l'apéro avec des petites crèmes. À très bientôt. Salut.